Écoutez, oui, voilà, on va le faire progressivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour ce webinaire dédié à la présentation, qui a deux objectifs, hein, de rappeler le fonctionnement et les objectifs du PRME, et aussi quelques principes de base sur la médico-économie. On est très heureux là que vous puissiez le présenter compte tenu de votre expertise et votre expérience, hein, en tant que professeure de médecine, médecin de santé publique et directrice donc de l'URCECO de la PHP, et je crois membre du jury aussi du PRME, ou en Et tout cas, PHRC. et PHRC. Isabelle, je vous laisse la parole. Et effectivement, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Pour les interactions, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main pour qu'on puisse échanger. On est en petit comité, donc Alors, n'hésitez c'est pas à ça, le faire. voilà. Donc, moi, je ne verrai rien. Et donc, je pense que c'est vous qui Ouais, me direz, il y a des questions, etc. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. bien. On peut soit s'il y a des temps, s'il y a des, je me rappelle plus si dans votre présentation il y a des, Oh, bah, c'est euh, n'importe quand. On arrête n'importe quand et on discute n'importe quand. Là, il faut vraiment faire, en effet, de manière très interactive. ok, eh ben, je vous préviendrai. En tout cas, voilà, pour les personnes connectées, utilisez le chat ou levez la main et on ouvrira vos micros. Isabelle, c'est à vous. Merci. Donc, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, je suis localisée et payée par la PHP, mais donc notre URC est au service est une URC transversale et qui est au service en fait de l'ensemble de l'Île-de-France, entre autres, donc y compris des investigateurs et des unités de recherche clinique et des directions de recherche clinique qui ne sont pas de la PHP. Et c'est vraiment l'intérêt de ce webinaire qui s'adresse à la paix et au-delà de la paix. Tout à fait. Donc voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran, Oui, les diapos. Donc voilà un petit peu ce qu'était le plan et ce qu'était la commande. Donc on va tout de suite passer au PRME. Donc le PRME, Programme de recherche médico-économique, qui a succédé à un autre programme classique. Donc les innovations, je ferme là, voilà. Les innovations coûteuses. Euh, et ce programme a fêté ses 10 ans l'an dernier, avec par rapport au PHRC un nombre de projets qui est pas très élevé. Alors pourquoi cela? Moi, je vais vous donner des pistes de réflexion. C'est un programme très connu. Le PREPS, par exemple, est mieux connu. Donc là, je vous ai mis où il se localise. Ça, c'est une copie de la circulaire, hein, des GOS. Euh, Pas très connu. Je pense que le terme d'efficience n'est pas très bien choisi non plus. Ça fait un peu technique. Et puis, ce qu'on verra, c'est qu'il se place théoriquement après le PHRC. C'est-à-dire qu'il y a des critères d'éligibilité qui sont liés à cela. Et de ce fait, pour la recherche à l'hôpital, c'est pas forcément le plus pratique. Donc ça, c'est tous les points que nous pourrons discuter ensemble. Mais vous voyez, PRME, c'est efficience, impact budgétaire, donc recherche médico-économique, euh, placée en bout de chaîne dans le diagramme de la DGOS. Alors, voilà à quoi ressemble la circulaire. Donc, c'est comme toutes les circulaires DGOS, il faut lire vraiment attentivement. Et je vous ai mis en rouge les points qui sont, un, importants, deux, assez difficiles quand on est dans le cadre d'une recherche hospitalière. Parce que je pense qu'il faut bien comprendre que les recommandations, le guide méthodologique de la HAS, sur lequel on s'appuie souvent, et qui est cité là, euh, est fait au départ pour les industriels du médicament qui vont soumettre un dossier transparence, un dossier pour la commission économie de la HAS et ensuite un dossier au comité économique des produits de santé. Et en fait, ce contexte est assez différent de celui de nos recherches hospitalières. Et donc, c'est pour ça que souvent, on n'est pas très, très bien aidé par le guide méthodologique, enfin, on n'est pas complètement aidé par le guide méthodologique HAS,
qui, rappelez-vous, est vraiment fait pour plutôt pour une décision de remboursement d'un médicament. Et donc, en effet, on voit bien échelle nationale et pas forcément du tout hospitalière. Et retenez ça parce que ça vous explique parfois qu'il y a un peu de tiraillement sur comment construire le protocole. Et donc, vous voyez, objectif médico-économique. Donc, médico-économique, là aussi, un autre point dans les messages importants, un autre point, c'est que ça commence par médicaux. Et donc, il faut systématiquement une démonstration médicale. Ça n'est jamais une étude de coût seule. Et ça aussi, parfois, c'est une source de confusion avec les investigateurs. On veut montrer que tel truc coûte moins cher que tel autre. Non. Il faut montrer qu'il y a un résultat médical qui est soit équivalent, soit meilleur, et on fait une étude de coût. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, ensuite, donc je vous ai dit, je vous ai mis en rouge, au niveau de preuves scientifiques, et c'est là où on commence aussi à se tortiller. C'est-à-dire qu'au niveau de preuves scientifiques, pour nous, ça veut dire un essai clinique randomisé. Simplement, si je vous remets la diapo d'avant, vous voyez qu'on a déjà démontré dans la partie 6C, 7, 8, là, de la flèche du haut, ce qui est en vert, on a déjà démontré la faisabilité, la sécurité et l'efficacité. Et donc, faire une étude à haut niveau de preuves scientifiques, après ça, c'est pas très simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas recommencer un essai randomisé. Et donc, c'est pour cela que je vous propose aussi quelques pistes dans le webinaire. Donc, au niveau de preuves scientifiques, les méthodologies recommandées par la HAS. Donc ça, c'est le fameux guide méthodologique de la HAS qui n'a pas été construit pour la recherche hospitalière. Vraiment, c'est fait pour les industriels du médicament, pour les industriels du dispositif, et donc ça nous complique un peu la tâche. Et donc, ils disent, on a le droit de faire autre chose, une autre méthodologie appropriée, et c'est éventuellement ce vers quoi on s'oriente dans un certain cas. Les critères d'éligibilité, il faut un marquage CE si c'est un dispositif, et si c'est un médicament, il faut qu'il y ait l'AMM. Alors, c'est là où on peut biaiser aussi. C'est-à-dire que vous voyez qu'ils n'ont pas dit l'AMM dans l'indication en question. Et donc là, on a pu rentrer avec certains PRME sur des médicaments qui avaient l'AMM, mais dans une forme IV, et là, c'était une forme sous-cute. Enfin, voilà, on peut essayer mais il y avait l'AMM de la forme sous-cute dans une autre indication. Donc, vous voyez, on peut essayer de trouver des petites manières de rentrer quand même dans l'appel d'offres en étant en utilisant et en ayant bien lu tous les termes de la circulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Donc, vous voyez que si je descends un peu, après le marquage CE, il faut des données probantes déjà disponibles, et y compris dans le contexte français. C'est là où c'est vraiment compliqué parce que si vous avez déjà des données probantes, et l'AMM et le marquage CE, ça veut dire que vous avez déjà fait l'essai clinique initial. Et que en refaire un ne va pas être si simple que cela. Donc le comparateur, là encore, on est vraiment dans le cas de la démarche essai clinique. Et puis ensuite, la dernière phrase que j'ai mis en rouge, c'est ce qui m'amuse le plus, et j'ai vu que j'ai vu parmi certains d'entre vous présents, il y en a avec qui nous avons déjà pas mal collaboré. Donc, les établissements transmettent la totalité des données de coûts nécessaires. Ça, il faut mettre des cierges à Saint-Rita ou à qui vous voulez sur les causes désespérées, mais c'est à peu près une cause désespérée. Et là encore, il faut avoir trouvé des moyens de s'en sortir sans cela. Alors, donc les idées reçues. Ça n'est pas une étude de coût. Bon, ça, vous avez compris. Alors, problème suivant. Dans l'esprit de la DGOS, dans l'esprit du jury du PRME, ce n'est pas une étude de rentabilité hospitalière. Or, en fait, la plupart des commanditaires, hôpitaux, des investigateurs des hôpitaux, ont justement envie qu'on fasse ça. Parce que si vous avez
un médicament ou un dispositif intra-GHS, ça commence à devenir vraiment intéressant de regarder la rentabilité hospitalière. Donc, c'est compliqué de dire à l'investigateur, à l'établissement, en fait, on ne va pas du tout faire ce que vous voulez parce que c'est comme ça et c'est ce que la DGS demande. Donc, nous, la solution miracle que vous verrez appliquée dans toutes sortes de circonstances, c'est de dire on fait les deux. Donc, en analyse principale, ce ne sera jamais de la rentabilité hospitalière, mais on peut toujours trouver une manière de regarder de la rentabilité hospitalière. La rentabilité hospitalière, très simplement, c'est qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, hein. Donc, qu'est-ce que ça coûte? C'est le coût de la prise en charge du patient. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est le tarif du GHS. Et puis, là aussi, bon, je l'ai dit de manière un peu caricaturale, mais c'est vrai qu'on a souvent eu quand même des demandes un peu comme cela, hein. Ça n'est pas une manière magique de calculer l'effectif. Si le calcul de l'effectif sur le critère clinique paraît inaccessible parce que c'est trop élevé, parfois les investigateurs nous disent: «Tiens, on va faire un calcul économique». En fait, non, c'est impossible. Il y a un calcul, une formule pour faire un calcul d'effectifs sur un critère médico-économique et donc c'est médico et économique et donc c'est parfois plus contraignant même que sur le critère de jugement clinique et donc ça n'est pas magique et ça ne marche jamais. Entre autres, ça ne marche jamais parce qu'il y a aucune règle qui dit qu'il est significatif qu'on veut gagner 30 € à une p-value à 0,5, hein. Donc c'est pour ça, ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ça. C'est comme un essai, on fait un essai, clinique randomisé et on rajoute un critère de jugement qui est le coût et qui est le ratio coût-efficacité et donc il y a nécessairement, un aspect clinique dans la démonstration. Voilà et donc à la fin, je suis désolée pour les animations, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et je n'arrive pas à le retirer. Donc le plan coût-efficacité ou la manière de présenter les résultats, ça ressemble à ça. Sur l'axe horizontal, c'est ce que vous connaissez, c'est la manière de présenter des résultats, par exemple, sur un forest plot. Vous regardez le critère d'efficacité et vous regardez si, le nouveau traitement marche mieux ou moins bien que la référence. Alors chez nous, par convention, si le nouveau traitement marche mieux, on est vers la droite, si le nouveau traitement marche moins bien, on est vers la gauche. C'est exactement les conventions de notation d'un forest plot. Alors, pourquoi, est-ce qu'on a 2 axes? C'est parce que c'est 2 critères, donc l'axe d'efficacité sur les X, l'axe de coût sur les Y. Et là, sur l'axe des Y, vous avez, la même situation, les mêmes conventions de notation. Vers le haut, le nouveau traitement est plus cher, vers le bas, par rapport au comparateur, vers le bas, le nouveau traitement est moins cher que le comparateur. Et donc vous avez 4 possibilités. Les possibilités les plus faciles, c'est l'axe qui va de en haut à gauche à en bas à droite. En haut à gauche, c'est plus cher, ça marche moins bien. Si c'est un médicament, vous ne le voyez jamais. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous disais, tout ça a été développé au départ, pour l'accès au marché des médicaments. Si le nouveau médicament marche moins bien et plus cher, celui-là, dans les labos bien tenus, vous ne le verrez jamais arriver. En revanche, vous avez des situations comme cela, lorsque, vous avez des interventions de santé publique, par exemple, qui s'avèrent à l'usage ne pas être efficace et coûter plus cher que pas d'intervention. Donc ça, c'est arrivé. Le cadran en bas à droite, le plus facile, ça marche mieux, c'est moins cher. Donc ça, tout le monde est content. Ça n'arrive pas très souvent en médecine, pas plus que dans la vie, mais c'est quelque chose que, effectivement, qui a été quand même décrit avec certains dispositifs, justement, sur certaines populations. Donc là, tout le monde est extrêmement content. L'axe le plus compliqué qui est celui de la décision, c'est celui qui va de en haut à droite à en bas à gauche. Donc en haut à droite, c'est la situation la plus fréquente.
en médecine, dans la vie en général, vous avez quelque chose qui marche mieux, donc on est bien sur la droite, le résultat est meilleur et qui coûte plus cher. Et donc ça, c'est typiquement en recherche clinique, quand vous construisez une étude de supériorité. Vous voulez montrer que le traitement A marche mieux que le traitement B et donc vous avez, vos hypothèses sur, une supériorité sur un critère clinique et donc on est content, vous l'avez démontré et on a associé une étude de coût et on a montré que, ce meilleur résultat clinique était associé à un coût plus élevé avec le nouveau traitement qu'avec l'ancien traitement. Et donc, assez simplement, vous voyez qu'avec mes axes, un peu comme pour un forest plot si vous voulez, mais en 2 dimensions, vous pouvez poser les coordonnées de vos résultats sur sur les axes. C'est-à-dire que sur l'axe des X, vous mettez le gain en mortalité, par exemple, et sur l'axe des Y, vous mettez le coût supplémentaire. Voilà. Et donc vous placez comme ça votre résultat gain d'efficacité sur coût sur vos 2 axes, puis je vous montrerai après comment on s'en sert. Maintenant le dernier cadran, c'est en bas à gauche et ça, pour moi, c'est un peu les études de non-infériorité. C'est-à-dire une étude de non-infériorité, donc vous savez tous que c'est un faux ami parce qu'en fait c'est inférieur mais de manière acceptable. Et donc, on a fait l'hypothèse qu'il y avait une marge de non-infériorité et donc si tout se passe bien, la la stratégie testée sera dans cette marge de non-infériorité, mais quand même inférieure. Et une des raisons des études de non-infériorité, c'est soit il y a moins d'effets secondaires, c'est mieux toléré ou c'est moins cher. Et donc c'est là où pour moi, dans la pas mal d'études de non-infériorité, bon sauf si sont des médicaments vraiment, comme l'aspirine et le Doliprane, mais pour pas mal d'études de non-infériorité, y compris des études de réduction de dose, c'est assez intéressant, de regarder si on peut associer une étude économique parce que c'est bien son domaine. Et donc on va bien dire: «On a perdu un peu en efficacité et qu'est-ce qu'on a récupéré comme argent?» Voilà. Donc ça, c'est, l'outil de décision et en fait alors attendez, ah oui, c'est ça, je vais vous montrer donc voilà. Ça, c'est la formule dont je vous parlais. Donc dans un PRME, depuis cette année, grâce à vraiment la pression des collègues hospitaliers, heu, l'obligation d'un critère de jugement principal médico-économique, calculé avec la formule que vous avez là, a été supprimée. Donc maintenant, moi, ce que je trouve le plus pratique, pour tout le monde, pour les DRCI, URC et investigateurs et pour nous, c'est de faire un calcul d'effectifs sur un critère clinique qui a un sens cliniquement et ensuite de regarder avec avec cet effectif, ce qu'on pourra montrer sur le critère médico-économique. Et comme il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont assez fragiles, ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé on a fait un petit macro pour ça, sur un tableur que je peux vous passer bien sûr. Vous voyez qu'il y a des hypothèses qu'on ne sait pas trop bien faire, quantifier et donc on peut montrer, en gros pas mal de choses en général avec des effectifs calculés sur le critère clinique. Donc ensuite les autres conditions, marquage CE ou MM théoriquement dans l'indication étudiée, mais on va voir avec les résultats cette année si on a réussi à tordre un peu cette règle-là et le groupe comparateur. Alors c'est là où je vais m'arrêter, 30 secondes. L'histoire du comparateur, vous l'avez vu, c'est parce qu'il faut une démonstration solide. Le problème, c'est que pour la plupart des technologies où on se pose la question, alors pas les réductions de dose, justement, pas les études de non-infériorité, mais pour les études de supériorité, bah, vous avez déjà l'essai clinique puisque, vous avez déjà démontré forcément dans le diagramme de la DGOS, le PHRC a eu lieu et on a démontré que A marchait mieux que B et donc dans ce cas-là, bah, pour moi, c'est un peu compliqué, quoi. Vous n'allez pas refaire un essai randomisé pour montrer
que A marche mieux que B et qu'il coûte plus cher. Et c'est pour cela que très souvent, faire une étude médico-économique adjointe à un PHRC est beaucoup plus malin. Donc si vous avez, un dispositif, un médicament, heu, pour lequel vous allez faire une étude de supériorité dans le cadre d'un PHRC et vous avez l'impression qu'il y a quand même un enjeu de coût parce que le nouveau traitement va coûter beaucoup plus cher que l'ancien, il vaut mieux tout de suite faire, une étude économique associée au PHRC. Et là, bah, nous nous plions à toutes les contraintes du PHRC sans trop de difficultés, et c'est beaucoup plus simple. Sinon, et ça, c'est par exemple en ce moment, sur la chirurgie robotique. C'est compliqué de faire un essai randomisé robotique versus pas de robotique. Tout simplement parce que, pour des raisons pratiques, en général, les chirurgiens qui font de la robotique ne vont pas accepter qu'on randomise leurs patients, sur de la chirurgie ouverte et vice versa. Si vous pouvez dire: «Ah mais on peut, envoyer le patient qui a été randomisé», donc le patient va voir un chirurgien qui fait de la robotique, il accepte l'essai par miracle, on le randomise, pouf, c'est chirurgie ouverte et vous lui dites: «Ah bah non, poisson d'avril, vous n'êtes pas opéré ici par le professeur untel, vous devez aller dans tel autre hôpital et on vous adresse au professeur truc» et donc là, le patient dit: «Sans moi, je sors de l'essai et vous allez m'opérer comme prévu avec le robot». Donc ça, lorsque ce n'est pas possible, effectivement, on crée un groupe comparateur. Donc ça, ce sont les études exposées, non exposées, là aussi des méthodologies bien connues, mais c'est pas très facile. Donc le comparateur peut être recherché dans, le SNDS, peut être recherché dans des registres, dans des cohortes, mais tout cela, pose des difficultés d'appariement parce qu'en général, les informations recueillies de manière prospective sur la cohorte exposée, ne seront pas forcément toutes disponibles non exposé ou dans le SNDS. Donc là encore, il faut être un peu créatif, dans ces cas-là, mais retenez plutôt là, sur ces diapos, le message, c'est que si vous pensez qu'il y a un intérêt à estimer des coûts de prise en charge, avec un P que vous êtes en train de monter un PHRC, il vaut mieux le faire dans le PHRC que dans le PRME. Alors ça a ses contraintes, c'est que le PHRC, ça a son inconvénient plutôt, le PHRC est moins bien financé que le PRME, en général. Enfin bon, ça c'est aussi un peu en train de changer. Donc Et juste, excusez-moi Isabelle, par ouais, rapport à l'assouplissement là qui a été introduit là cette année sur le critère de jugement principal, est-ce on que met vous là, en avez, parce que vous avez montré dans votre dernière slide là, est-ce ouais. que là sur les LI, il y a déjà eu un impact qui a été Ah oui, oui, euh, oui. Oui, pardon, je me vu, remets là, ça du coup, ça visible? fait oui, oui, on a alors les LI acceptés, oui, oui. Moi, on n'a pas fait un seul PRME. Caroline, tu es là, tu me confirmes? On n'a pas fait un seul PRME sur, un critère médico-économique, hein. Oui, Caroline est là. On n'a pas fait un seul critère, une seule lettre d'intention sur un critère médico-économique. Elles ont toutes été faites sur le critère, clinique, hein. OK. Et ça, et vous, de votre, ça c'est pour pour les projets que vous avez déposés via, Cette année-là, donc ouais, elle par est les CECO, acceptée, ouais. hein. OK. Alors, en revanche, oui, après, il faut toujours, remontrer qu'on connaît la formule, qu'on sait s'en servir. Enfin bon, alors, pour vous dire, hein, N, c'est donc le nombre par bras. Ensuite, W, c'est pour ça qu'on a de la marge, hein. OK. Donc W, c'est la willingness to pay, c'est-à-dire combien est-ce que le décideur public français paye pour une année de vie supplémentaire en bonne santé. Alors, comme ça se promène entre 50 000 et 200 000 €, vous voyez, on a de la marge. Ensuite, donc c'est W. Rho, c'est celui qui est, ah, je l'ai mis en rouge, c'est celui sur lequel,
on n'est pas trop à l'aise. Donc, les coûts et les résultats ne sont pas des variables indépendantes. Intuitivement, vous voyez bien que selon la technologie étudiée, si vous avez, mettons une thérapie miracle qui vous guérit une maladie grave, bah, plus l'efficacité est grande, moins les coûts de suivi, de prise en charge après le traitement seront élevés. Et donc là, vous attendez une corrélation négative. C'est vrai, par exemple, des dispositifs implantables. Plus ça marche, moins le malade est cher normalement, puisqu'on l'a guéri avec son stent, avec son TAVI, tout ce que vous voulez. En revanche, dans les traitements en oncologie, où vous avez treat to progression, treat to progression, ça veut dire que plus c'est efficace, plus ça va être cher, puisque vous allez continuer à traiter le malade. Donc il y a bien une corrélation qui peut être positive ou négative. Ce n'est pas grave parce que en fait, on met la valeur absolue. En revanche, de combien est cette corrélation? Quelle est la valeur de ρ? Là, soit vous avez une revue de la littérature qui vous donne une idée, soit vous n'avez aucune idée et vous faites varier entre 0 et 1. Et donc c'est pour ça que c'est quand même, enfin pour moi, c'est un peu acrobatique, quoi, ces calculs d'effectifs. En plus, moi, et ça, j'aimerais bien avoir un retour justement de CPP. Je ne suis pas du tout certaine que les CPP puissent accepter un effectif sur un critère médico-économique qui soit très différent d'un effectif sur le critère clinique. C'est-à-dire que, imaginez, pour avoir la réponse à la question médico-économique, vous avez besoin de 30 patients. Pour avoir la réponse à la question clinique, vous avez besoin de 300 patients. Est-ce que vous allez arrêter alors que vous n'avez pas la réponse à la question clinique? Ça me paraît bizarre. Et inversement, c'est à imaginer 30 la question clinique, 300 la question médico-économique. Si vous avez la réponse à la question clinique, vous n'allez pas laisser des patients à risque juste pour avoir la réponse à la question médico-économique. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais assez contente quand cette règle de critères de jugement sur GLIC là, a été assouplie. Et C'est bon? justement, Oui? là, il y a une question dans le chat par rapport à cette nouvelle stratégie, critère principal clinique et calcul de puissance. Qu'en est-il au niveau international? Est-ce qu'il y a une tendance un peu globale et quid des publications? Oh bah, personne n'a jamais publié avec un calcul d'effectifs médico-éco, hein. OK. Ça, non, mais c'est pour ça. Mmh mh. Et ce sont les hospitaliers, quoi, qui ont vraiment poussé à ça, parce que personne n'a jamais publié là-dessus. La formule de Glick, elle est très intéressante. Peut-être est-ce que les Anglais, en fait, pour moi, elle sert vraiment à rebrousse-poil. C'est vraiment dire, avec cet effectif-là, qu'est-ce qu'on montre sur le critère médico-éco? Mais vous verrez plus tard, nous avons aussi l'arme absolue qui est l'analyse d'incertitude et qui montre effectivement à quel point on a une incertitude grande ou petite sur le critère médico-économique. Et c'est pas le même mode de calcul que sur le critère clinique. Et c'est dans cela que c'est très complémentaire. Mais non, non, mais personne n'a jamais, vous n'avez jamais vu dans aucun papier d'essai randomisé un calcul d'effectif sur la formule de Glick, hein. OK. Je vois que et Caroline, normalement, je vous ai ouvert votre micro, Ouais. vous pouvez prendre la parole si vous Parfait, l'activez. merci. Non, effectivement, dans le protocole là qu'on a déposé cette année, de toute façon, l'application de cette formule, elle est impossible parce que le W, on le connaît pas, si je ne m'abuse. Le W, tu le fais varier entre 50 et 200 000. D'accord, mais comment ça donne un nombre de sujets? Comment on choisit au Ah bah final? justement, c'est pour ça que je te On dis. est d'accord que c'est bien la donc on Ouais, l'a non, pas, mais en je suis vrai, le complètement W, d'accord. on l'a pas. C'est-à-dire, Ouais, non, là, on le connaît pas. Non, non, c'est pour ça. on le connaît pas et ça s'applique pas, par exemple, aux études diagnostiques puisque c'est ce qu'on fait. Exactement. Moi, c'est pour ça D'accord. que parce que là, ce que vous voyez sur la formule de Glick, hein, c'est que vous avez la standard error for cost et effect Q. Q, c'est le petit Q, hein, SD là, indice Q. C'est du quali, c'est pour ça que ça s'appelle Q.
Sinon, ça s'appellerait O ou Outcome ou Effect, hein. Et c'est du quali. Et donc, sur un test diagnostic, c'est impossible pratiquement, en pratique, de calculer un quali et d'avoir une hypothèse sur un quali. Donc, voilà. Ok, bon, bah, très clair. Alors, donc c'est ça. Après, j'ai dit, voilà, guider la décision publique. OK. Alors là, j'ai deux commentaires, dont un méchant, mais bon, tant pis, hein. Donc, guider la décision publique. Donc le premier commentaire, c'est que c'est pas toujours pertinent, si la décision n'est pas du tout publique, mais c'est juste hospitalière. Bah, clairement, si vous vous demandez, si on doit utiliser un dispositif ou un médicament et qui sont tous les 2 intra-GHS, il y a 0 décision publique dans l'affaire, hein. C'est vraiment l'hôpital qui décide. Et ensuite, ça c'était le commentaire gentil. J'en viens au commentaire méchant. C'est que, en fait, les décideurs publics, ne se prononcent pas dans le jury PRME. Et donc si j'essaye de faire le parallèle avec le PHRC, c'est une question scientifique et il y a bien dans le jury, il y a que des grands scientifiques, et c'est bien ils se prononcent sur l'intérêt médical et il y a effectivement les 2 aspects. C'est-à-dire qu'ils se prononcent: «Est-ce que c'est pertinent médicalement de faire cette recherche? Est-ce que ça va changer les pratiques?» Première question. Et deuxième question, est-ce que le protocole est bien construit et va permettre de répondre à la question? Mais donc il y a bien les 2 aspects. Est-ce que la question est pertinente et est-ce que le protocole permet d'y répondre? Et les personnes qui sont au jury du PHRC, son président, vice-président et tout ça, sont tout à fait qualifiées pour répondre aux 2 questions. Ce qui m'ennuie plus dans le PRME, c'est que justement ça guide la décision publique, mais que les décideurs publics ne sont pas du tout, ne se prononcent pas du tout dans le jury. En fait, le jury se prononce sur, est-ce qu'on va répondre à une question, mais jamais est-ce que la question est pertinente. Et pour moi, c'est la jambe qui manque, hein. Donc c'est pour ça que je suis, enfin voilà, ça c'était le commentaire méchant, quoi. Heu, Et juste par rapport au jury, il y a une question qui est posée sur est-ce que la composition du jury est publique? Je crois que Vaguement, non. je crois, oui. Donc oui, je pense. C'est pas Ça doit pas être très facile à trouver, mais c'est public et ce sont donc, il était présidé jusqu'à cette année, je crois, par un chirurgien, qui est le professeur Ouais, Bernard. Et puis, donc il y a des économistes hospitaliers et non hospitaliers, et c'est pour ça que parfois, et non hospitaliers et non médecins donc, et c'est pour ça que parfois, on a des commentaires qui paraissent un peu lointains. Ça, c'est de l'adjectif gentil. ouais. Qui paraissent un peu lointains par rapport à la vie de la recherche clinique. Et et puis des médecins et parmi les rapporteurs des dossiers, il y a des médecins de la spécialité. OK. Et donc voilà ce que je vous dis, critères cliniques de qualité de vie, heu, bah, ce que vient de dire Caroline, c'est-à-dire que sur du diagnostic, mettre de la qualité de vie, c'est impossible. Heu, sur, des patients de réanimation intubés, ventilés, c'est compliqué, quoi. Et donc, on peut trouver on se donne du mal, on trouve des critères qui soient des critères d'efficacité. Donc là, le commentaire en retour des économistes est de dire: «Ah mais la willingness to pay», donc le fameux W, c'est pour un quali, pas pour un critère d'efficacité qui serait, le nombre de mètres en plus sur la test de marche de 6 minutes et donc votre étude, ça vaut rien. Alors dans ces cas-là, on peut chercher dans la littérature des références et en général on en trouve parce que justement, c'est souvent tellement compliqué d'avoir comme critère le quali que d'autres personnes se sont frottées à cette difficulté avant nous et ont publié combien coûte, un 100 mètres de plus au test de marche de 6 minutes
combien coûte, alors pas tout à fait 1% de fonction ventriculaire gauche, mais enfin, fraction d'éjection, pardon, VG, mais enfin pas loin, quoi. Donc on trouve quand même pas mal de références sur des critères cliniques plus ou moins baroques. Moins le critère est baroque, plus on trouve de références, hein. Donc les champions du monde là-dessus, ce sont les cardiologues et les oncologues. C'est-à-dire que là, vous avez des euros par MACE, Major Adverse Cardiac Event évité, ou des euros par survie sans progression. Donc ça, on a ça. Voilà. Sur le haut niveau de preuve, j'en ai déjà pas mal parlé, hein. On est quand même, embêtés, et donc je vous dis, si vous pensez, si on peut faire une étude économique dans le PHRC, c'est moins bien payé, mais c'est plus malin et ça évite éventuellement des ennuis. Alors, donc maintenant, sur comment calculer les coûts, les perspectives et tout ça. Donc le guide HS n'est plus tout à fait obligatoire, mais il y a quand même plein de problèmes autour des perspectives, on en reparlera. Alors, les données de coûts, donc ça, c'est notre cauchemar. C'est de la faute de personne, mais c'est notre cauchemar. Donc dans un monde parfait, au paradis, on aurait le SNDS. Donc le système national des données de santé, où alors là, effectivement, c'est merveilleux parce que personne n'y échappe et on a tout. Vous avez peut-être vu le dernier rapport de la Cour des comptes qu'après l'autorisation CNIL, qui prend quand même un petit peu de temps, il faut 2 ans et demi, et donc sur des essais avec des investigateurs, pressés, ils ont raison, c'est totalement irréaliste. Donc cette année, pour nos PRME, j'avais écrit, et les PHRC d'ailleurs, j'ai écrit un paragraphe, complètement sournois, qui dit, «On va demander le chaînage SNDS, si c'est possible, mais enfin, c'est pas sûr que ce soit possible, donc il vaut mieux avoir un plan B». Voilà, et donc au moment où j'ai écrit cela, il n'y avait pas encore le rapport de la Cour des comptes des 2 ans et demi. Donc je pense que l'année prochaine, là, on va vraiment écrire cela et dire: «Étant donné les délais qui ont été identifiés par la Cour des comptes, il paraît irréaliste, de demander un chaînage», zut, «il paraît irréaliste de demander un chaînage SNDS, donc nous allons faire autrement». Donc ensuite, dans certains entrepôts de données de santé de certains hôpitaux, visiblement, il est possible de récupérer les données. À l'AP, ce n'est pas possible, la CNIL nous l'interdit. Donc c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, donc nous avons recours aux PMSI locaux, ce qui implique de tanner les DIM qui ont autre chose à faire, et en fait, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est complètement personne dépendant, et c'est vraiment une grosse surcharge de travail que nous donnons aux DIM. Donc c'est pas satisfaisant. Nous avons prévu un budget, mais les DIM ne voient jamais le budget qui disparaît dans les finances de l'hôpital. Donc c'est très exigeant, c'est très embêtant. Nous risquons des données manquantes, et donc vous voyez qu'on a le plan A, le plan B, le plan C et le plan D. Le plan D, mais là c'est vraiment important, parce que c'est le dernier filet, c'est d'avoir dans le CRF toutes les hospitalisations en rapport avec la maladie, et pour toutes ces hospitalisations, au moins un motif et une durée de séjour. Et à partir de là, on essaye de recoder. Mais vous voyez, c'est effectivement un petit peu acrobatique. Alors pour l'ambulatoire, là donc, dans un monde parfait, nous aurions le SNDS. Donc comme le monde n'est pas encore parfait, on essaye tout. Et là encore, c'est absolument ça, c'est vraiment haute couture parce que c'est projet dépendant, discipline dépendant, spécialité médicale dépendant, patient dépendant, donc il faut vraiment s'adapter complètement à chaque protocole. Il y a des protocoles où c'est pas la peine parce que tout sera hospitalier. Il y a des protocoles où c'est vraiment important, et là, il faut trouver le moyen d'avoir le moins possible de données manquantes. Voilà, et donc pour moi, les facteurs clés de succès, c'est où déposer, quoi. Vraiment, parfois c'est mieux un PHRC, un PREPS, un PHRIP, et avec tout ça, on peut faire une étude économique.
Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, les choix, il faut être hyper précis, hyper rigoureux. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à chaque fois, vous aurez des questions. Alors, quand on dit on ne va pas faire de coali parce que ce sont des patients de réanimation, intubés, ventilés et un suivi à 30 jours. Et donc, il n'y a aucune chance de montrer une différence sur les coalis. À chaque fois, vous aurez un expert qui dira « Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un coali ?» Ce n'est pas parce que la durée de séjour est courte qu'on ne peut pas faire de coali. La durée de suivi est courte qu'on ne peut pas faire de coali. Donc, c'est comme les reviewers d'articles, il faut répondre, tout argumenter et être bien poli. Et donc, ce que je vous ai remis là, la réponse à la question tout à l'heure, faites attention, quoi. Vous avez parmi les membres du jury des gens qui visiblement ne connaissent pas du tout le sujet. Et là, avec Caroline, on a eu cette expérience-là. Alors surtout si c'est technique et compliqué, hein, et ne connaissent pas du tout l'hôpital. Donc, et ne connaissent pas du tout les contraintes. Ah oui, si, quand même ça. Et que ne connaissent pas du tout les contraintes de la recherche clinique. Et vraiment, nous avons eu sur des projets des questions sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas randomiser les patients, donc par exemple, entre 2 types de chirurgie qui ne sont pas du tout pratiqués par les mêmes chirurgiens, comme je vous disais, robot ouvert, quoi. Donc ça, vraiment, il faut se mettre dans cette idée que les gens qui vont vous lire, parfois, n'ont aucune idée de ce que c'est que la recherche clinique et ses contraintes et aucune idée de ce que c'est qu'un hôpital et la complexité de suivre des patients, lorsque, par exemple, vous avez un événement aigu à l'hôpital et ensuite les patients sont dans la nature et n'ont aucune envie de revenir à l'hôpital de toute façon. Voilà, donc ça, ce sont des contraintes très particulières au PRME parce que dans le jury PHRC, vous n'avez que des cliniciens qui font de la recherche clinique tout le temps. Donc eux, ils connaissent par cœur tous ces problèmes-là. Donc c'est vraiment un jury différent. Et c'est pour ça que parfois, PREPS, pareil, hein, sont des gens qui connaissent la recherche et PHRIP aussi. Donc ce sont des jurys différents. Donc voilà sur les coûts et les perspectives. Alors, là aussi, si vous suivez le guide HS, parfois vous êtes dans les grosses difficultés. Donc je vous ai mis ce tableau de 2 qui est la typologie des coûts qui est utilisée habituellement. Donc coûts médicaux, coûts non médicaux, c'est sur la ligne orange. Coûts directs, coûts indirects, c'est en vertical. Le plus facile, c'est la case médicale directe. C'est ce qu'on sait faire. Tout dans le champ de la consommation et soins médicaux, là, au sens de l'assurance maladie, c'est les médicaments, les hospitalisations, les dispositifs, l'imagerie, les consultations, tout ça, on sait le faire. On sait le faire, on sait le recueillir. Alors, et ça s'appelle direct parce que c'est directement lié à la prise en charge de la maladie. Ensuite, les coûts non médicaux. Alors faites attention parce que la frontière entre médical et non médical, en fait, est un peu poreuse. Par exemple, on peut pas, si on se prend comme base de travail le remboursement, hein, ce qui est éligible au remboursement par l'assurance maladie, bah, on passe d'un côté ou on passe de l'autre. C'est-à-dire que l'homéopathie qui était remboursable, est passée en non remboursable, donc est passée dans le non médical en fait. Et l'activité physique adaptée, le sport, la prise en charge psychologique, qui n'était pas remboursée, qui était donc non médicale, hop, est repassée dans le médical, c'est remboursé. Donc c'est une frontière poreuse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, donc là, on a dans le non médical direct, il y a le médico-social, les soins informels et tous ces trucs-là. Alors là, c'est vraiment compliqué. Donc la recommandation de la HAS dit point de vue collectif, donc c'est médical et non médical. Ce qui n'est pas très drôle, c'est qu'en fait, la France est la seule à faire ça. Donc tous les autres pays disent point de vue système de soins ou point de vue de la société. Donc là, on est un peu en porte-à-faux par rapport aux autres, mais bon, il faut vivre avec. Et surtout, je pense qu'il faut être en mesure d'argumenter que sur le médico-social, pour la plupart de nos projets, pas forcément pertinent. Alors si vous faites de l'accident vasculaire cérébral, là, ça peut devenir pertinent. Mais sinon, pour la plupart des projets qui se passent en recherche clinique à l'hôpital,
le médico-social n'est pas très pertinent. Les aidants informels, c'est éventuellement pertinent et là, c'est absolument la croix et la bannière à recueillir. Ensuite, donc dans les coûts indirects, un autre donc type de coût qui est très étudié, au moins au plan théoriquement, sont les pertes de production. Alors là-dessus, donc on a sur cette diapo, il y a 2 sujets, sur lesquels on a un peu réfléchi quand même, entre autres parce que c'était une contrainte considérable. Le sujet des transports et le sujet des arrêts maladie, pertes de production. Sur les transports, théoriquement, les transports médicalisés, c'est dans le champ, médical et les transports, dans votre voiture, c'est non médical. Il y a des experts du PRME qui disent: «Ah, il faut recueillir les transports». Donc moi, je suis contre et pas seulement par paresse, aussi par paresse, mais parce que j'ai vraiment des arguments pour dire que c'est une perte de temps et d'énergie. Dans un essai type PRME ou PHRC, il n'y a aucune raison que le mode de transport des patients inclus soit représentatif du mode de transport à l'échelle nationale des patients qui éventuellement bénéficieront de la technologie. Tout simplement parce que dans un essai, ce sont des patients qui sont vus dans des CHU, dans la plupart des cas, dans des grands établissements de santé, et qu'en phase de routine, ce ne sera pas nécessairement le cas. Donc ma solution, c'est ça, c'est l'arme absolue en général des méthodologistes en détresse, mais ça marche très bien. Ma solution, c'est de dire: on les prend en compte en analyse de sensibilité, en faisant varier de 0 à 100 la proportion des patients qui prendront un transport médicalisé et en prenant comme valeur du transport la moyenne nationale. Et donc avec ça, vous êtes à peu près sûr que toutes les hypothèses seront couvertes. Si ça fait beaucoup changer vos résultats, vous êtes un peu dans le souci. L'autre sujet, et là aussi, c'est un pinaillage qui peut durer jusqu'au jugement dernier sur comment prend-on en compte les arrêts maladie. Alors il y a 2 choses: arrêt maladie, donc indemnité journalière payée par l'assurance maladie, et la perte de production que cela entraîne. Donc ça n'est pas un coût médical, d'accord. En revanche, c'est payé par l'assurance maladie. Et donc là aussi, la solution, c'est de les mettre systématiquement en analyse de sensibilité, sans les recueillir. Parce que pareil pareillement, pour les transports, vous n'avez aucune raison d'être représentatif de la population qui bénéficiera de l'intervention dans le cadre de votre essai clinique. Entre autres parce que, par exemple, si c'est quelque chose d'un peu invasif, vous allez exclure les gens de moins de 65 ans. Alors que peut-être dans la vie, ils auront plus de 65 ans, ils seront retraités. Donc vous n'êtes a priori pas particulièrement représentatif. Donc dans ce cas-là, le mieux, c'est de dire: on prend les indemnités journalières, alors en valeur, donc c'est une quarantaine d'euros par jour. Maintenant, quelle va être la durée de l'arrêt maladie? Puisque si vous ne le recueillez pas dans l'essai, il faut quand même avoir des idées. Alors là, il y a une bonne chose à faire, qui est d'aller regarder sur Amélie, puisque Amélie propose des durées standards d'arrêt maladie pour, un certain nombre d'interventions, de pathologies, enfin d'événements. Et donc le mieux, c'est de prendre ça. Et puis sinon, bah, vous demandez aux investigateurs combien ils prescrivent, et puis là encore, vous prenez une moyenne et vous faites varier, à l'intérieur de l'écart type que vous avez calculé autour de la moyenne, pour avoir un peu une idée de ce qui se passe. Donc moi, c'est ce que j'ai proposé dans les protocoles de cette année. On verra le retour des experts. En général, dans les PHRC, ça passe très bien parce que là encore, ce sont des gens qui ont vraiment l'habitude de la recherche clinique. Pour le PRME, on verra. Je vous donnerai des nouvelles, de ce qui se passe. Et les pertes de production, ben, on peut les rajouter, et donc dans ces cas-là, on prend la durée où le patient ne travaille pas, sur Amélie ou bien sur ce que vous ont dit les collègues, et on multiplie par, le PIB moyen par habitant par jour, et comme ça, on a un petit peu une idée de perte de production.
Alors, la perspective, c'est ça qui est, là aussi, un casse-tête. Perspective, ça veut dire les coûts de quel point de vue? Donc, ce que je vous ai dit, la HAS dit collectif. Le plus simple, c'est quand même le système de soins. Donc, le périmètre de la CSBM. Et donc, si on prend celui-là, qui est vraiment plus simple, il faut expliquer pourquoi on n'a pas pris les aidants informels, le médico-social, etc. Donc, les indemnités journalières, je vous dis, c'est le piège. Là, c'est vraiment comme quand on était à l'école, quoi. Il y avait des questions pièges. Donc, ça, c'en est une. Et juste, il faut les mettre de côté et les mettre en analyse de sensibilité. Donc, la perspective et point de vue, c'est pareil, hein. Le patient, pour certains sujets, c'est vraiment intéressant. Alors, par exemple, des sujets autour de la douleur, où les patients vont souvent avoir recours à des médecines complémentaires non prises en charge par l'assurance maladie. Donc type acupuncture, hypnose, tout ce que enfin auriculothérapie, homéopathie et donc dans ces cas-là, ça veut dire un recueil, par questionnaire, hein, mais ça peut vraiment être informatif donc voilà, y penser si cela vous semble pertinent et puis donc pour les impacts budgétaires, AIB, c'est analyse d'impact budgétaire. Le point de vue recommandé est toujours celui de l'assurance maladie. Et là, comme je vous disais, si on compare deux traitements intra-GHS, pour l'assurance maladie, ce sera intégralement transparent. Donc, c'est pas la peine de se fatiguer, mais juste comme les experts et reviewers aiment bien avoir effectivement l'ensemble des données pour se prononcer, il faut l'expliquer. Alors, la modélisation, l'horizon temporel et la modélisation. Alors là aussi, c'est un sujet que certains d'entre vous connaissent bien. L'horizon temporel, c'est le jargon économique. En clinique, ça s'appelle la durée de suivi, hein. C'est exactement la même chose. Alors, il y a des pièges. Donc, c'est dans le suivi, c'est normal, c'est en fait le suivi clinique. Et là encore, pour la plupart des études, la durée de suivi va être définie par les critères cliniques. Et pour la clinique, c'est au bout de combien de temps estime-t-on que l'ensemble des conséquences de l'intervention se seront manifestées, que ce soit des conséquences positives, le bénéfice thérapeutique, ou négatives, les effets secondaires. Alors, le problème, c'est que parfois, de suivi clinique raisonnable n'est pas compatible avec le calcul des résultats économiques. Donc ça, c'est typiquement les dispositifs implantables, les thérapies géniques ou les thérapies cellulaires pour lesquelles vous attendez un bénéfice toute la vie. Donc ça, c'est un peu compliqué, zut. Donc c'est un peu compliqué si vous avez un suivi seulement de 3 ans. Ou bien, et là aussi, Caroline est bien au courant, si vous avez un test de diagnostic, qui, va permettre d'identifier des maladies graves qui auraient des conséquences toute la vie, ou c'était ce qu'on avait fait alors justement on n'a pas modélisé là, mais avec les SCID, hein, les syndromes combinés d'immunodéficience, chez les nouveau-nés. On fait le diagnostic, on fait le traitement tout de suite, et normalement ça sauve la vie, ou ça évite un grand nombre d'infections. Donc dans ces cas-là, quand on ne peut pas le montrer dans la durée de suivi de l'essai clinique, ce que les experts du PRME aiment bien, c'est qu'on modélise, qu'on extrapole. Donc modéliser, extrapoler, c'est à peu près synonyme. Là, ce que je vous ai montré, c'est un modèle qui a été publié pour la thérapie génique. Je pense que c'est du Zynteglo, donc c'est ça. C'est un traitement d'hémophilie. Et en effet, vous avez un traitement initial qui coûte 2 millions, et on espère que les conséquences vont bénéfiques. Le bénéfice thérapeutique va durer plus qu'1 an. Alors,
Très bien. Donc, quand vous avez un expert qui, sur l'aide d'intention, dit il faut faire un modèle, vous n'avez pas fait de modèle, il faut faire un modèle. OK, il faut juste savoir que c'est long et cher. Franchement, c'est plus d'1 an de travail. Enfin, d'une personne année de travail. Donc, il faut prévoir un budget. Heu, voilà. Moi, je pense, ça c'était le commentaire méchant de tout à l'heure. Je suis pas certaine qu'il y ait jamais une décision publique sur la santé en France qui ait été prise à partir des résultats d'un modèle. Donc c'est un exercice académique qui nous intéresse, mais qui n'est pas forcément, de l'argent très, très bien dépensé. Heu, Autre problème majeur, alors là, pensez-y, mais systématiquement, c'est les durées de suivi différentes par patient. C'est que ça peut être très cohérent pour la clinique, mais pour la partie économique, c'est une catastrophe, parce qu'on ne peut rien faire. Donc toujours penser quand vous avez que nous ne pouvons pas travailler sur des données censurées, ou time to event, ou on arrête à la sortie du malade de réanimation. Ça, pour nous, c'est impossible. Il faut la même durée de suivi, que ce soit un coup de téléphone. C'est-à-dire que ça peut juste être, donc vous avez arrêté le suivi à la sortie de l'hôpital. La durée moyenne, c'était, c'était à peu près 8 jours, mais certains malades sont sortis à 3 jours, et d'autres sont sortis à 15 jours. Il faut absolument la même durée de suivi pour tout le monde. Donc, si par exemple c'est, je sais pas, la pyélonéphrite de la femme jeune, vous dites: «On va faire un appel téléphonique pour tout le monde à 30 jours». Donc c'est un budget, mais pour nous c'est vraiment, vraiment indispensable. Donc les problèmes, donc quand c'est un nouveau dispositif, une nouvelle procédure, donc nous faisons un calcul rigoureux du coût de cela. Donc ça s'appelle un micro-costing, ça veut dire qu'on regarde toutes les ressources nécessaires pour un test diagnostic, hein, par exemple, ou pour un acte invasif. Et si, comme il faut être rigoureux, il faut faire la même chose dans le bras contrôle, ce qui est un peu fastidieux, sauf si ça se substi si le bras contrôle, c'est rien du tout, donc auquel cas c'est effectivement plus facile. Donc je vous ai dit les transports, les arrêts maladie, je vous en ai parlé. Donc ensuite, il y a quel type d'études? Et là aussi, pour ça, je disais, c'est vraiment de la haute couture. On ne peut pas faire du copier-coller, avec un vieux protocole. On le choisit donc, selon les critères, les impacts cliniques attendus, le bénéfice thérapeutique, pour qui est c'est partie prenante, ça veut dire pour qui est le bénéfice. Ça, par exemple, si on parle du robot, éventuellement, le bénéfice, c'est aussi pour le chirurgien parce que c'est plus confortable. Et pas forcément seulement pour le patient. Si c'est un changement d'organisation, il y a un bénéfice pour les équipes et pour le patient. Heu, Vous êtes obligé, pardon pour le oh là là, je vais faire, quand même corriger la faute d'orthographe. Là, j'ai honte. Hop, voilà. Allez, j'en profite Heu, pour vous poser ouais, une question du chat ouais, là, qui est on en y lien va. avec ce que vous venez de dire. Comment sont gérées les données manquantes en cas de perte de vue? C'est catastrophique, c'est comme pour les, critères cliniques. On fait de l'imputation multiple. C'est sûrement pas missing at random chez nous parce que en général, les gens qui ne reviennent pas, c'est pas tout à fait, ou qui n'ont pas rempli leur truc de qualité de vie, c'est pas tout à fait at random. En revanche, dans la bonne nouvelle, c'est que, par exemple, sur le SI, c'est une étude avec de la qualité de vie. Donc nous utilisons toujours, je vous montrerai le questionnaire EQ5D. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été validé en rétrospectif. Donc si vous l'avez raté à la visite M3, vous pouvez récupérer le M3 à la visite M6 et faire remplir le M6 en même temps, hein. Donc c'est comment étiez-vous il y a 3 mois? Donc ils remplissent les 5 questions et comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ils remplissent les 5 questions. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, on fait comme les cliniques, comme les méthodos, pour les autres, pour les données manquantes cliniques, hein, c'est vraiment de l'imputation multiple. OK. Voilà. Alors par contre, on a Heu, perdu l'écran, ah donc zut! peut-être que vous l'avez pas repartagé encore. Faut que je le repartage. Ah zut, pardon. Partager, hop. Ah oui, c'est ça. Ils me le disent. Alors partager, hop, voilà et voilà.
C'est bon? C'est bon. Alors, donc les études les plus habituelles, c'est coût-efficacité, donc c'est coût par événement grave évité cardiaque, par exemple, hein, ou coût par survie, par année de survie sans progression. Et coût-utilité, là, c'est le fameux coût par QALY, et c'est ce qui est préféré en général par le jury PRME, mais plutôt moins par les gens qui font de la recherche clinique. Et coût-conséquence, alors là, on a eu un petit miracle, c'est quand la HAS a publié une étude coût-conséquence sur le dépistage prénatal de la trisomie 21. Donc coût-conséquence, c'est en fait, c'est vrai qu'on comprend que les économistes et décideurs n'aiment pas, mais vous listez les coûts et vous listez les conséquences pour chaque personne, chaque partie intéressée, sans avoir agrégé un critère unique. En fait, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait en recherche clinique. Vous avez un critère principal et des critères secondaires, et voilà. Et nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on regarde le coût pour l'hôpital, le coût pour le système de soins, le coût pour les patients et le bénéfice clinique pour les patients, en termes d'organisation pour l'hôpital, en termes de satisfaction pour les professionnels, et on présente ça sous forme tabulée. Donc ça, on l'a fait, par exemple, ça se fait beaucoup pour les tests diagnostiques. Donc on l'a fait pour le dépistage anténatal des strepto-B, et puis la HAS l'a fait pour le dépistage prénatal de la trisomie 21. C'est vraiment bien quand vous avez des conséquences très différentes pour des parties intéressées différentes. Voilà, donc moi, c'est pratique. Les économistes n'aiment pas parce qu'ils disent on peut rien en faire. Mais je pense que pour les cliniciens, pour l'hôpital, ça a vraiment un sens parce que chacun regarde ce qui l'intéresse et on est content. Donc ça, c'est le tableau que nous faisons quand dans le protocole des PRME. Donc voilà, il faut être très rigoureux, dire quelle ressource, comment on la recueille, comment on la valorise et d'où vient l'idée qu'on a eu de la valoriser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour chaque protocole, et c'est vraiment adapté à chaque protocole. On ne peut pas faire du copier-coller avec un vieux protocole qu'on a retrouvé sur son disque dur. Je vous ai parlé des QALY, donc c'est ça. Alors là aussi, si vous voulez faire de la qualité de vie, en général, les cliniciens ont des questionnaires spécifiques de la maladie et ils les veulent, et ils ont raison, parce que ce sont les questionnaires qui vont les guider pour savoir si leur traitement marche mieux ou moins bien. En revanche, pour la partie médico-éco, il faut un questionnaire générique. Il y en a un qui est ultra simple, c'est celui que je vous ai mis là. C'est le Q5D. Il y a 2 versions. 3L, L c'est level, 3 niveaux, c'est celui que je vous ai mis là. 5L, 5 niveaux. Alors, les Anglais disent que le 3 est le mieux, 3 niveaux est le mieux. Naturellement, la HAS dit que le 5 est le mieux. Là, je vous ai mis le 3 parce que sur les vieux projets, on avait mis le 3. Le 5 a été validé sur la population française, donc maintenant, on utilise le 5. Voilà, et donc vous répondez. Donc la manière dont c'est fait, c'est, vous voyez que sur la partie droite de l'écran, j'ai le questionnaire, donc mobilité, autonomie, douleur, etc. Ensuite, vous répondez. Donc si tout va bien, c'est la première case, si tout va moyen, c'est la deuxième, et si tout va mal, c'est la troisième. À partir de ça, vous répondez à ça aux 5 questions. Donc ça vous donne une suite de 5 chiffres, puisque la case du haut, c'est 1, la case du milieu, c'est 2, la case du bas, c'est 3. Donc vous voyez, c'est quand même assez rudimentaire. Et à ces 5 chiffres est associé un score. C'est ce que je vous ai mis. Donc on l'a sous forme informatisée, pardon. Et donc en fait, ce que vous avez dans le CRF, c'est les suites de chiffres, et puis quand la base nous est transmise, on récupère les scores. Voilà. Et comme ça, on calcule le QALY. Le QALY, attention, c'est de la durée de vie multipliée par ce score. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'intervalle qui va être 3 mois ou 6 mois ou 1 an entre 2 mesures pour calculer le QALY.
Alors, ensuite, analyse principale, analyse secondaire. Donc, analyse principale, on en a choisi une qui est en général du coût efficacité ou du coût utilité selon ce qui est pertinent. Et ensuite, et qui est un point de vue. Donc, une analyse principale, c'est un type d'analyse, un point de vue. Et après, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut, de types d'analyse et de points de vue. Alors attention, analyse de scénario, analyse de sensibilité. Donc sensibilité, c'est on fait varier les résultats. Analyse de scénario, c'est on dit qu'est-ce qui se passe si le robot, au lieu d'avoir 300 patients par an, en a 600. Ça, c'est du scénario. Donc notre critère de jugement principal, c'est le ratio que je vous ai mis là. C'est une différence de coût divisée par une différence de résultat. Et ensuite, on fait des analyses déterministes, c'est-à-dire on fait varier chaque paramètre un par un pour voir ce qui se passe. Et ensuite, probabiliste ou bootstrap, on rééchantillonne. Et là, effectivement, les données manquantes, c'est compliqué et c'est en général exactement les mêmes types d'équations que celles que l'on fait pour les données cliniques. Alors, voilà à quoi ressemblent les résultats. Ce que vous avez là, le gros pâté de nuages de points, pour nous, c'est l'intervalle de confiance. Donc, vous vous êtes habitué au forest plot. Donc ça, c'est un forest plot un peu moins soigné parce qu'il est en 2 dimensions. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré le plan coefficacité en vous disant que c'est notre outil de travail. Donc là, c'est bien sur l'axe horizontal, la différence d'efficacité, sur l'axe vertical, la différence de coût. Les coordonnées du point, je pense que vous voyez ma souris là? Oui, elle bouge, Ouais. oui. Donc mettons que donc là, la différence d'efficacité, elle serait par là. La différence de coût, elle serait par là. Et donc le point moyen du résultat coefficacité, donc le ratio que je vous ai montré tout à l'heure, il serait là. D'accord? Et la droite qui rejoint l'origine avec ce point-là, bah, c'est par définition, sa pente, son coefficient directeur, c'est le ratio. Hein, c'est ce que je cherche, c'est bien dy sur dx. Et alors ensuite, là, ils ont mis les seuils dont on parlait tout à l'heure avec Caroline, de willingness to pay, donc qui se déterminent par des droites qui passent par l'origine. Ce que vous voyez, donc ça, c'est un très mauvais article, très mauvais, mais c'est juste qu'il y a, il est plein de fautes, mais c'est juste qu'il y a un dessin simple à expliquer. Et donc, ce que vous voyez, ça, le gros nuage, c'est l'intervalle de confiance. Et donc, ce que vous allez regarder, c'est s'il est plutôt dans le bon cadran ou plutôt dans le mauvais cadran. Il y a dans le cadran, puis la plupart dans le cadran où c'est plus cher, plus efficace, ou bien moins cher, moins efficace, plus efficace, pardon. Donc ça, c'est l'analyse probabiliste. Et ce qui est vraiment important pour les méthodologistes ici, c'est de bien voir la différence entre ça et une p-value. C'est-à-dire qu'on ne teste pas une hypothèse nulle en économie de la santé. C'est-à-dire qu'on ne teste pas, par exemple, l'hypothèse nulle que le ratio sera inférieur ou supérieur à telle valeur. Ça, on ne fait pas ça. On présente ça de manière, disons, quasi bayésienne, hein, et parce que ça ressemble un peu plus à la vie aussi. C'est-à-dire que vous ne testez pas l'hypothèse nulle que la voiture aura un prix inférieur à 100 000 euros. Donc là, vous dites, voilà, est-ce que avec cette incertitude-là, je suis content de prendre telle décision? Et parce qu'en fait, que vous preniez la décision du traitement A ou du traitement B, de toute façon, vous allez dépenser l'argent. Et donc, ce que vous donne le nuage de points, c'est la probabilité de dépenser votre argent à bon escient. C'est vraiment ça, hein. Donc c'est pas du tout je teste l'hypothèse nulle. Et parce que souvent, on a même des reviewers, hein, qui disent mais pourquoi est-ce que vous avez fait une évaluation médico-économique puisque l'étude était négative, le p-value était à 0,1. En fait, pour nous, ça n'a aucune importance, hein. Et c'est pour ça que parfois on peut rattraper des études cliniques avec ça. On dit, et là on en a eu 2, hein, comme ça, où en fait c'était négatif, puis le P était à, je sais pas, 0,1.
Mais en fait, on peut quand même se demander si faire l'intervention n'est pas un bon usage de l'argent. Et donc, vous voyez, on n'est pas du tout lié à une valeur de P, non. Et puis, ce que vous avez en bas, c'est un diagramme en tornade, parce que ça ressemble à une tornade, parce qu'il y a un logiciel qui vous le met pour que ce soit joli. Et là, vous voyez qu'on fait varier chaque paramètre un par un pour voir comment ça influe sur le résultat moyen. Donc, le résultat moyen, c'est l'axe central. Là, ça ressemble plus à un forest plot, si vous voulez, comme type d'analyse. Voilà, donc en gros, à quoi on peut servir? On peut servir à rédiger la lettre d'intention et pour la partie éco, bien sûr, hein. La lettre d'intention et le protocole, on fait le microcosting, on fait les analyses médico-économiques et les modèles, et puis on fait les rapports, l'article et tout ce qu'on fait. Sur les autorisations, là, il faut vraiment, donc à l'AP, on a les réunions tripartites. Il faut vraiment qu'on y soit, parce qu'il faut vraiment qu'on discute quelles seront les sources de données pour l'étude économique. Quand c'est le PMSI local, c'est la MR01. Vous savez tous qu'une même étude ne peut pas avoir 2 MR, donc il faut vraiment être bien carré là-dessus. Le SNDS, moi je commence à trouver que c'est compliqué. Alors maintenant, on a quand même la solution, dans certains cas, c'est d'utiliser notre accès permanent pour un groupe contrôle. Ça, on peut le faire sans autorisation particulière, mais on n'a pas le droit, bien sûr, d'identifier vraiment nos patients, sans autorisation. Voilà. Le Q5D, il est gratuit pour les études académiques, mais il faut le déclarer. Et juste Donc pour le oui? Q5D, là, comme il y avait une dernière question, est-ce que le questionnaire est validé par entretien téléphonique également? Oui, il est validé en tout. C'est ça qui est génial. Il est validé rétrospectivement, en entretien, en proxy. C'est-à-dire ça peut être un parent, un aidant. OK. Voilà. Donc ça, c'est super. Oui, oui, il y a toutes les versions. Mais il faut se déclarer, hein. Bah, c'est grave. Non, mais si c'est gratuit déjà, Ouais, ouais, ouais. c'est une facilité supplémentaire. Voilà. Donc les contacts, je vous ai mis l'adresse générique, je vous ai mis mon adresse. Le plus tôt, c'est le mieux, mais enfin bon, de toute façon, vous êtes, comme nous, je pense, complètement tributaires des investigateurs. En gros, n'hésitez jamais à nous solliciter même la veille. Nous avons, comme objectif d'avoir un délai de réponse de moins de 24 heures. OK. Donc Bah, voilà. voilà, attention, le message est passé là, vous jouez un jeu, peut-être dangereux, mais merci en tout cas pour, le retour d'expérience, l'expertise et puis le point de vue, pragmatique et critique. Je pense que ça a été, enfin moi-même qui Voilà. connaissais bien le PME, j'ai appris plein de choses. Après je m'interroge sur, voilà, la pertinence d'y aller ou pas, mais au moins ça permet c'est une aide à la décision pour, choisir, entre un PHRC ou un PREPS Ouais, ou moi, un c'est vrai, pour moi, PHRLP c'est comme vous l'avez vraiment ça, quoi. expliqué. Mmh. Alors je dis, en faveur du PRME, c'est bien financé et c'est pas très concurrentiel. Ouais, c'est ça, le Voilà. message qu'ils ont passé l'année dernière aussi là Ouais, pour, ouais, ouais, essayer je pense, ouais. de tirer davantage Ouais, ouais. de déposants. Alors, s'il y a encore des questions, ou des gens qui souhaitent intervenir en prenant la main, c'est le moment. Sinon, timing, parfaitement respecté et on vous enverra le support et le replay aux inscrits. Donc, merci à Je sais nouveau. pas, Caroline, tu veux dire quelque chose? Parce qu'on a des expériences ensemble, à la fois PHRC Éco et PRME. Ouais, des délais assez longs parce qu'on avait eu le CEP 21, donc ça datait quand même de 2013, 2014, quelque chose comme ça. Et là, un peu un projet équivalent qui a été évalué assez différemment, je trouve, en fait. C'est-à-dire qu'on a reproduit un peu finalement ce qu'on avait fait pour CEP 21, qui a été validé. Enfin, c'est un test de dépistage de la trisomie 21, le test sanguin, avec une décision de la HAS, etc. Et là, on a eu des remarques de la commission auxquelles on doit répondre.
Et c'est pour ça que je m'interrogeais sur les membres de la commission, parce que finalement, il y a des choses qu'ils ont, clairement, on a fait la réunion hier avec Kevin, là, qu'ils n'avaient pas bien compris d'un point de vue médical, clairement. Donc, on va réexpliquer. C'est Et ça le en truc, hein, découle c'est tout vraiment, un ouais, tas c'est ça. de reproches méthodologiques, mais qui dépendent en fait de la compréhension du problème Ouais. médical. Alors, on n'a peut-être pas bien expliqué, on va réexpliquer. C'est ça le problème, c'est-à-dire que vraiment, autant au PHRC, il n'y a que des grands esprits cliniques et méthodaux, quoi. Vous avez ce qu'il y a de mieux en France sur la recherche clinique. Autant au PRME, effectivement, les non-cliniciens et les non-hospitaliers, les non-recherches cliniques, parfois on a l'impression qu'ils pataugent un peu. Hein. Mais il n'y a pas que le jury, il y a aussi les experts auxquels c'est envoyé, mais c'est Ouais. un petit peu normal. Là, clairement, c'est l'expert qui n'a pas compris. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, certains aspects, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas compris en Oui, bon, général, ça, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque-là, mais en tout cas, ça sur a la composition été des du coup jurys, repris par la commission. Voilà. ouais. Et au rapporteur, après, de soutenir ou pas l'argument de l'expert. Hein. Ils peuvent aussi peut-être être en désaccord, en fait. Donc, il y a encore une chance, je pense, pour votre projet. Et juste pour avoir une idée, combien de PRME vous déposez et vous obtenez à la paix chaque année? Ça dépend complètement des années. Bon, c'est plusieurs, mais il y a des années où il y en a très peu, parce Ouais, qu'on a fait que du PHRC, par exemple. ok. Vous voyez, mais de temps en temps, je pense que le PHRC, c'est mieux. Et on essaye c'est pour ça que c'est bien d'être contacté tôt pour avoir le temps de discuter. Ouais, ouais. Pour avoir le temps de discuter. Parfois, il y a des PHRC qui sont rebasculés PRME par le jury PHRC. Et alors, bon, la bonne nouvelle, là, c'est qu'ils acceptent l'anglais, quoi. Donc, on n'a pas besoin de tous repasser en français parce que c'est passé au PRME. Et puis parfois PREPS, quoi. Vous voyez, c'est pour ça. Et PHRIP, hein. Là, on a fait pas mal de PHRIP cette année parce que ça allait bien aussi. Ouais, non, mais je pense qu'il faut avoir Alors, cette année, pour répondre à bien votre conscience question, cette des année, programmes. oui, on avait pas mal de lettres d'intention acceptées. Enfin, pas mal, c'est moins de 10, hein, toujours, hein, mais par rapport au PHRC, c'est beaucoup, beaucoup moins. Oui, mais par rapport au Et PRME, puis, c'est on verra ce qui se passe. Ouais. une grosse proportion finalement. Ouais. Si on regarde le nombre total, Mm. j'ai plus les chiffres en tête, vous êtes parmi les gros contributeurs. Bon, en tout Ouais, cas, parce que c'est la paix, mais ouais. il y a peut-être d'autres établissements, voilà, de la région qui vous solliciteront pour y aller, ou pour aller sur un PHRC avec un volet médico-économique costaud, comme vous l'avez précisé. Non, bah, je pense on a atteint voilà, le délai, et puis le sujet a été complètement traité. Bah, écoutez, de toute façon, nous, on reste en contact, et on fera le poursuivre s'il y a des sollicitations. Je sais que je crois qu'on vous a transféré quelqu'un qui a dû vous contacter, mais bon, ça, c'est entre nous, Oui. ou qui va vous contacter pour un sujet justement médico-éco. De toute façon, c'est ça, l'Urqueco, c'est Gercy. Hein. Nous, on est Gercy, donc il n'y a Oui, aucun problème. bah, c'est pour ça que voilà, c'est le message qu'on passe aujourd'hui aussi aux personnes qui sont Mm. présentes ici, là, qui ne seraient pas de l'AP. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bon après-midi, et Merci à puis vous. bon Merci week-end à à tout le tous. monde. Merci. Au revoir. Au revoir.